Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans le deuxième numéro de votre émission littéraire, Mots d'ici et d'ailleurs. Cette émission qui a pour vocation d'insuffler la flamme du plaisir de lire chez les élèves et par conséquent réduire la distance entre l'élève et le monde du livre. Longtemps, dans cette partie de la planète, les hommes ont toujours palabré. L'oral a été le seul moyen de conserver la tradition et la mémoire des peuples. Et la meilleure façon de transmettre et de véhiculer nos valeurs, c'était le conte. Et qui est la personne la mieux placée pour nous raconter un conte? Eh bien, c'est cette personnalité que nous recevrons ce soir. Né à Djibouti le 8 octobre 1959, notre invité devient enseignant, puis directeur d'école et enfin conseiller pédagogique. Ensuite, il a occupé le poste de chef de service de l'édition au CRIPEN. C'est un passionné du conte. Notre invité se définit comme un auteur-conteur. Et il est l'auteur de 3 recueils de contes. D'abord Bouti, l'ogresse des temps anciens, publié en 1997. Ensuite, Mon frère Lien, publié en 1998. Et La bosse du dromadaire, publié en 2019. Il est également l'auteur de dizaines de contes qui ne sont pas encore publiés, mais qu'il raconte avec plaisir aux jeunes lors de ses différentes rencontres avec les élèves des écoles primaires et des collèges. Il est reconnu pour son effort visant à faire aimer la lecture et l'apprentissage du français. À travers ses contes, il immortalise le patrimoine culturel national, le faisant passer de l'écriture, de l'oralité à l'écriture. Il est membre fondateur de plusieurs associations qui militent pour la promotion de la lecture et de la littérature djiboutienne, comme APROLEC, APLD, la Caravane du Livre. J'ai le plaisir d'accueillir M. Omar Youssouf Ali. Je souhaite aussi la bienvenue à M. Liban Ahmed Waberi, professeur de français au lycée Ahmed Farah Ali, qui va nous parler du volet pédagogique. Bienvenue M. Omar Youssouf. Vous avez publié votre dernier recueil de contes qui s'intitule La bosse du dromadaire. Il est sorti en 2019 aux éditions Le Francolin. Peuple de nomades, le dromadaire en fait partie intégrante de la vie en brousse. Pourquoi avez-vous opté pour ce titre? Voilà. Comme on dit en Somalie, ça veut dire qu'une histoire amène une histoire. En fait, si je vous raconte un peu comment cette histoire est arrivée, vous savez que les enfants, quand ils sont jeunes, ils posent des questions. Et souvent, c'est pourquoi ceci, pourquoi cela. Et quand tu donnes l'explication, ils ne sont jamais satisfaits. Ils reposent encore une question. Ils demandent, alors, et si c'était comme ça? Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, je suis arrivé à cette histoire. En fait, l'histoire est particulière dans le sens où j'étais en stage dans une école d'édition à Paris, en 90. Et on m'avait demandé, on avait un projet d'édition. On nous avait demandé de faire un petit livre qui a le format d'une tablette de chocolat et qui va accompagner la tablette de chocolat. On voulait intéresser, c'est-à-dire une fabrique de chocolat voulait faire des petits livres de 12 pages avec une tablette et vendre ça aux enfants. Et comme ça, les enfants avaient l'occasion de manger le chocolat, mais également de lire.
Donc, ils ont voulu joindre l'utile et l'agréable. Et donc, c'est comme ça que ce projet-là, on nous a donné, on était 25 personnes, on était de nationalités différentes. C'était dans une école d'édition et d'art graphique. Et à ce moment-là, on nous a dit, chacun doit faire son projet, doit ramener un texte, doit illustrer ce texte, le mettre en page. Et c'était un projet sur 3 mois. Et j'ai essayé beaucoup de contes que je connaissais, le Chaboté, je connaissais pas mal de contes. Et finalement, je me suis dit, mais pour me distinguer des autres, pourquoi ne pas imaginer un conte? Alors quand j'étais jeune papa et que mes enfants étaient petits, ils me disaient, mais pourquoi, comment dirais-je, le dromadaire a une bosse, pourquoi la chèvre avait 2 oreilles, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et souvent, comment dirais-je, je racontais des histoires, je faisais une fiction et je donnais ma réponse. Et les enfants, on croit qu'ils oublient quelque chose. Souvent, la prochaine fois, je modifiais encore mon explication. Ils me disaient, mais avant-hier, tu nous avais dit ça, papa. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas donner c'est-à-dire une histoire plausible de la bosse dromadaire. Bon, j'ai entendu des histoires africaines, on dit que le dromadaire garde son eau dans sa bosse pour boire quand il en a besoin et des choses comme ça. Et moi, je me suis dit un jour, pourquoi ne pas imaginer une histoire? Alors, j'ai imaginé que le dromadaire n'avait pas de bosse il y a très longtemps, comme on a la possibilité avec le conte de se placer dans un temps ancien où, comment dirais-je, personne ne peut te juger et dire non, c'est pas vrai. Jamais les enfants dans un contexte très lointain où ils peuvent fermer les yeux et imaginer le dromadaire sans bosse. Quand dans les écoles, je demande est-ce que le dromadaire, s'il n'a pas de bosse, à quoi il va ressembler? À un cheval, à un âne, il va ressembler à un lama, ceux qui connaissent le lama. Et finalement, c'est comme ça que cette histoire, je l'ai construite dans ce livre. Et comme une histoire n'est pas gratuite, c'est-à-dire elle ne véhicule rien, elle doit véhiculer quelque chose, je veux dire. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut, comment dirais-je, mettre quand on fait la sauce, on met le sel, on met le poivre, on met beaucoup d'ingrédients. Pourquoi ne pas mettre un ingrédient à ce moment-là qui manquait à mon histoire? Ça aurait été simple de dire, voilà, le dromadaire n'avait pas de bosse. Puis un beau jour, le bon Dieu lui a donné une bosse et il s'est réveillé avec une bosse. Et depuis, après, je me suis dit, mais il faut donner un peu de suspense. Alors j'ai imaginé que le dromadaire souffrait parce que tout le monde était sur son dos et qu'ils ont eux-mêmes cherché des solutions. Et que la solution a été trouvée par un dromadaire qui était le plus sale. Et quand je dis aux enfants, les dromadaires, ils pissent debout, ils rigolent, ils n'imaginent pas, ils ne pensent pas. Ils n'ont pas, les enfants surtout de la ville ne connaissent pas le dromadaire, ils le voient de loin, mais ne savent pas comment ils pissent, comment ils se lavent. Alors les enfants sont passionnés par la chose, ça fait rigoler. Et je leur dis, mais ce dromadaire-là ne se mouchait pas, tous les insectes tournaient autour de lui. Et quand on pisse sur soi et si on ne se lave pas, on va puer de loin. Et les dromadaires lui disaient, mets-toi de côté, tu es un dromadaire sot, drone, nas. Et les enfants, quand ils disent nas, c'est drone, mais ils rigolent. Et après, je leur dis, mais ce dromadaire sot, il a une cervelle. C'est-à-dire, il est sot, d'accord, mais il n'est pas propre, mais dans sa tête, il y a une cervelle et il a réfléchi. Et d'ailleurs, ce dromadaire-là trouvera la solution. Et moi, ce que je veux tirer comme morale, c'est que dans la communauté, chez les hommes, les Somalis disent c'est-à-dire les arguments de chacun ressemblent à une aiguille. Et une aiguille est toujours nécessaire pour faire la vannerie, pour faire beaucoup de choses. Et donc, il faut ne pas négliger les avis des uns et des autres et ne laisser personne de côté. C'est vrai, c'est la réalité. Dans la société, il y a des gens qui sont mis de côté parce qu'ils ne parlent pas, ils sont timides, parce que des fois, ils ont des défauts pour parler. Et donc, moi, c'était à travers ça que je voulais raconter cette histoire-là. Et dans cette histoire, j'ai mis ma sauce et j'ai mis les proverbes et la morale qu'on voulait avoir. Merci. Le conte, art de la parole, est l'une des manifestations les plus visibles de la tradition des peuples nomades et une des richesses fondamentales. Alors, comment êtes-vous passé de l'oral à l'écrit? C'est pas évident. Je voulais d'abord dire que moi, je n'ai
Ma mère racontait des histoires, quand on nous racontait des histoires quand on était petit. Ma mère, elle aimait les poèmes, elle faisait du bourrambour, elle évoquait ça. Mais mon père n'était pas du tout de ce genre-là. Moi, quand je suis devenu adulte, quand j'ai commencé à avoir des enfants, je réfléchis à une chose, que les enfants aiment la télé. Bon, heureusement, il n'y avait pas encore le téléphone à ce moment-là. Et il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas toutes les, comment dire, les possibilités d'accéder à des histoires. Il n'y avait que le livre et des fois la télé. Alors, la télé, c'était quoi? C'est Tom Sawyer à l'époque. Ça remonte à plus de 37 ans aujourd'hui. Mon plus grand fils a 37 ans. Et du coup, j'étais à l'école de quartier 7 bis comme enseignant de deuxième année, ou de CP à l'époque. Et souvent, je disais aux enfants, racontez-moi une histoire, et ils ne savaient pas. Alors, quand on chantait la chanson de Tom Sawyer, toute la classe chantait avec moi. Ils étaient contents parce que tous les soirs, ils le voyaient à la télé. Et puis moi, je leur disais, si vous êtes sages, je vais vous raconter une histoire. Et à ma sauce, je racontais une histoire, des fois que j'oubliais le lendemain. Et cette histoire-là, des fois, je l'écrivais sur le tableau. On avait des tableaux qui pivotaient, donc j'écrivais au dos l'histoire, une petite histoire. Et à la fin de l'heure, j'ouvrais le battant et je leur disais, regardez, lisez. C'était l'occasion de lire, c'était ma façon de les amener à la lecture. C'était ma façon, ce n'était pas prévu par la méthode pédagogique de l'époque, qui était le CLAD, et on parlait de Salif et comment dirais-je, et Fatou. À ce moment-là, je racontais souvent une petite histoire. Et le soir, quand je faisais mon cahier journal, je préparais mon petit texte que demain matin, avant les enfants, j'allais écrire au dos du tableau. Et c'est comme ça que je suis venu au conte, tout naturellement. Et quand je conduisais, c'est pas, il faut pas faire comme moi. Quand je conduisais, j'avais mes enfants, mais également mes neveux. Et dans ma voiture, il y avait au moins 7-8 enfants. Et souvent, les enfants se chamaillent, bousculent. Et moi, tout en regardant le rétroviseur, je racontais une histoire. Et l'histoire calmait les enfants. Et donc, c'est comme ça que je suis venu, comme disaient les Libanais, Hakawati. C'est-à-dire quelqu'un qui raconte une histoire. Et les enfants attendaient. Tonton, raconte-nous une histoire. Et tous les jours, je devais raconter quelque chose. Donc, je devais être créatif. Et les enfants, ce qu'ils adorent, c'est que si tu te racontes une histoire et que le lendemain, tu répètes la même histoire, ils aiment toujours entendre. Ils ne se fatiguent pas, comme les adultes qui vont te dire, mais change de sujet. Et hier, tu nous as parlé de ça, pourquoi tu répètes? Et les enfants aiment ça. Et c'est comme ça que j'ai gardé ma passion pour le conte. Mais je ne suis pas conteur né, comme vous venez de le dire. et j'ai appris à raconter. Et après, les écoles, ou comment dirais-je, m'ont permis d'aller devant des enfants raconter comme un conteur. Alors tout à l'heure on a parlé, il y a eu les 3 festivals de contes à Djibouti avec l'Institut français de Djibouti. Et là, on avait une salle de 300 places pleine avec des profs et des élèves et des enseignants. Et j'ai eu à côtoyer beaucoup de conteurs canadiens, français, libanais, comment dirais-je, et des pays d'Afrique de l'Ouest. Et c'est comme ça que ma passion, que je suis devenu un passionné du conte. Et ce qui était le plus important, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle l'improvisation. Pendant ce festival, il y avait une séance d'improvisation. On demandait à chacun, le public tirait au sort une phrase, et la phrase était lue par l'animateur, et la personne qui commençait le conte devait introduire cette phrase dans une histoire. Le suivant, qui était tiré au sort, devait enchaîner l'histoire et donner une suite. Alors, une histoire que tu ne connais pas, qui vient de raconter 5 minutes avant toi, tu dois broder avec, tu dois raconter l'histoire. Ça m'a fait travailler la tête, et c'était un bon exercice pour les enseignants qui veulent, comment dirais-je, faire de l'animation culturelle à l'école, quoi. Donc c'est comme ça que je suis venu au conte. Donc je ne suis pas conteur né, mais je suis devenu conteur malgré moi, quoi. Et c'est-à-dire l'écriture, je ne me suis jamais posé des questions, je ne me suis jamais dit deviens écrivain. Je me suis dit écrire utilement. Pour moi, c'était écrire des contes pour les enfants. Et plus tard,
On était un groupe, d'ailleurs, vous avez parlé de l'association pour la promotion de la littérature djiboutienne. On était une bonne vingtaine de personnes qui tous aimaient la lecture. Et on se réunissait une fois par semaine, on lisait des livres. Et chacun faisait un compte rendu de lecture. Et à un moment donné, un jour, on a dit, mais le défi, c'est que chacun doit écrire un texte et le lire aux autres. Et moi, je me suis dit, j'avais écrit justement la Bouti à l'époque. La bosse dromadaire est antérieure à tous. Mais quand j'ai écrit, comment dirais-je, Bouti, c'était 2 ou 3 années avant, je l'ai présenté. C'était comment dirais-je, mon histoire fétiche que je lisais le soir pour moi et que je ne montrais à personne. Là, je me suis permis de lire ça devant des profs de français et une fois que j'ai raconté l'histoire, mais l'un d'entre eux, c'était M. Jean-Dominique Penel, qui était notre mentor. Et il m'a dit, mais pourquoi Omar, tu ne publies pas ce texte? Je lui ai donné les feuilles en disant, lis et dis-moi si c'est publiable. Et le soir même, il a lu et il m'a appelé en me disant, ce texte-là est publiable. Alors j'ai dit, alors prends ton stylo de prof de français, corrige-moi, parce que moi je ne suis qu'un petit enseignant de primaire, il se peut que j'ai fait des fautes, quoi. Et c'est comme ça que je suis arrivé à l'écriture. Et l'année d'après, il fallait, pour participer à ce qu'on appelle le temps des livres, il fallait produire un texte. Oui. Et c'est comme ça que mon frère Liane est arrivé. Du fait de son caractère attrayant et amusant, le conte permet la créativité personnelle et place l'enfant au centre de l'apprentissage. Serait-il possible d'amener par le conte l'enfant à maîtriser la langue française? De toute façon, je pense que le conte en lui-même, quelle que soit la langue utilisée, apprend à l'enfant un certain vocabulaire, une manière de parler, une manière d'argumenter. Et donc, si on ne l'a pas expérimenté en Somalie ou en Afar, je pense que c'est la même chose qu'en français. Et l'enfant a besoin d'entendre des mots, de donner des sens à ce mot, d'un sens global à ces mots-là, que plus tard, peut-être qu'il approfondira et comprendra le sens exact de ce texte-là, puisqu'il va le réemployer lors de l'écriture. Et moi, j'ai dit tout à l'heure que je n'étais pas conterné, mais j'ai appris à écrire, et j'ai appris à écrire pour les enfants. Écrire pour les enfants, ça veut dire qu'il faut utiliser des mots qui sont à la portée des enfants. J'étais resté enseignant de CP, et dans ma tête, je me disais, il faut que l'enfant de CP puisse lire ce texte en français. C'est très difficile dans le sens où il faut chercher les mots simplifiés et raccourcir les phrases le plus possible pour que l'enfant ne perde pas le fil de l'histoire ou ne se lasse pas. Donc, ça plus tard, ça m'a amené à imaginer de faire un master en contes et comment dirais-je, et écriture des contes au Mans. Après, j'ai finalement choisi de faire un master en édition, puisque c'était mon travail éditeur scolaire au Crépin. Mais c'était quelque chose qui me passionnait. Je me disais, mais tu écris des contes, tu racontes des choses, mais est-ce que c'est scientifique? Est-ce que c'est comme ça qu'on le dit? Alors les Français, ils ont réglementé, ils en ont fait une discipline. Mais chez nous, dans la tradition orale, il y a des règles. On sait, on répète, on change de décor. Et tout ça, dans un livre, on peut l'écrire, on peut le détailler. Mais dans la parole, c'est, comment dirais-je, le conteur qui captive le public. Et il essaie d'entendre les uns les autres. Il joue dans les timbres de la voix, de manière à intéresser ceux qui chuchotent dans un coin et tout ça, quoi. Donc c'est tout un art que moi j'ai de manière improvisée. Alors les peuples de l'oralité ont toujours exprimé leurs pensées, leurs sentiments, leurs préoccupations les plus profondes sous la forme de légendes, de mythes, d'allégories, de chants, de mélopées, des proverbes, des devinettes. Aujourd'hui, ces formes de pensée commencent à disparaître. Quelles en sont les causes et comment y remédier?
Donc, comme pour les langues nationales qui ont tendance à disparaître, comme dit des études de l'UNESCO, la tradition orale africaine en général a tendance aussi à disparaître parce que on nous a alphabétisés dans d'autres langues, on nous a appris d'autres langues et ces langues-là apportent leurs contes et légendes qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Et puis aujourd'hui, c'est très dangereux dans le sens où non seulement la télévision déjà a apporté des films ou des histoires d'ailleurs, mais également aujourd'hui c'est le smartphone que l'enfant, c'est la première chose que l'enfant demande quand vous rentrez à la maison. Moi j'ai une petite fille de 4 ans, quand je la ramène de l'école, je lui donne mon téléphone pour qu'elle ne bouge pas dans la voiture et automatiquement elle va dans YouTube. Et elle écoute des chansons, elle écoute des histoires en français. Pourtant, elle est dans une école anglophone. Et pourtant, aujourd'hui, elle parle bien le français. Grâce à ses parents, bien sûr, mais également au téléphone. Et c'est pour vous dire que entre nous, parents, traditionnalistes, et les enfants, il y a la télévision. Il y a la télévision qui véhicule beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand vous allez dans une classe, dans une école primaire, vous demandez qui a regardé manga, ils sont tous d'accord, ils aiment manga, surtout dans les collèges. Si vous parlez de Dora, comment dirais-je, ou de Maya l'abeille, les enfants sont tous fans de ça, quoi. Et moi, je me suis dit, comment on peut au moins réduire ce risque de voir disparaître nos traditions. Parce que nos traditions, non seulement véhiculent notre langue, parce que les contes traditionnels qu'on écoutait ou qu'on entendait étaient pour moi en Somalie, pour d'autres c'était en Afar. Et souvent, c'est avec ça qu'on apprenait les mots en Somalie, c'est comme ça qu'on apprenait à chanter, parce que le chant, c'est une forme littéraire que les enfants captent facilement. Il y avait également les phrases linguistiques que les parents utilisaient pour que l'enfant apprenne à bien parler. On faisait comme ça pour que, et des fois on se... C'est des choses comme ça qui vont rire aujourd'hui, mais qui sont difficiles et qui est intéressant, parce que nous, on l'avait appelé, bon, aujourd'hui, entre guillemets, phrase linguistique, dans le sens où ça aide l'enfant à bien prononcer, à faire attention à tout ça. Et donc, moi, je me suis dit, dans Bouti, je ne peux pas écrire Bouti sans penser à Bouti qui chante, qui dit Getki Higlauder, Getki Heblahamari, Uy Nagahorreyaye, Hoktorosaka. Les personnes qui ne connaissent pas la tradition somalie de ce conte, ça ne leur dit rien du tout. Je me suis dit, alors il faut l'écrire aussi, en même temps traduire en français. Qui dit traduit, qui trahit, en quelque sorte. Et on n'a pas la même sonorité, on n'a pas les mêmes choses quand on traduit dans une autre langue. Et c'est ça. Et dans Mon frère Lian, je me suis créé un peu de poésie dedans, pour quand le père, comment dirais-je, parle à son fils et à ses fils pour qu'ils gardent, qu'ils soient ensemble, qu'ils soient unis après sa mort. Il a un petit conte. Et une dame à l'IFD m'avait dit on dirait que tu es en train de plagier les 10 commandements, quoi. J'ai dit, bon, peu importe. C'était ma manière de transmettre, comment dirais-je, en français, ce que moi je voulais donner comme morale à cette histoire. Alors, dans Mon frère Lian, il y a beaucoup de morale, dans le sens où même cette dame-là m'avait dit, elle avait lu mon texte, elle m'avait dit, c'est beaucoup de morale religieuse, et qui dissocie notre tradition de la religion. C'est tellement mêlé qu'on ne sait pas qu'est-ce qui découle de la religion et qu'est-ce qui découle de la tradition orale héritée de nos parents, quoi. Et c'est comme ça qu'on arrive à dire, si quelqu'un te donne, comment dirais-je, du poison, ne lui donne pas du poison, mais donne-lui du beurre, comme on dit, hein, chez les Somalis, hein, il y a également, comment dirais-je,
Ça, j'ai traduit dans le livre, mais je l'ai écrit aussi en Somalie dans le texte, disant que bon, peut-être que les enfants pourront un jour lire le somali, même si le somali, avec tel que la langue somali écrite, il y a des lettres qui diffèrent et qui n'ont pas le même son. Et donc, moi, mon effort, c'était de garder la tradition dans la modernité, de le mettre dans la langue française, puisque nos enfants apprennent le français à l'école, c'est la langue de l'école. Et donc, c'est devenu la langue administrative, c'est devenu la langue de tout ce qui pensait être, comment dirais-je, comme on dit, moderne. Donc, c'était ça. Donc, moi, je me dis, autant aller avant les autres pour l'écrire en langue. J'ai pensé en Somalie. Mais aujourd'hui, je ne le pense plus en Somalie. Je le pense en... Et aujourd'hui, une maison d'édition somalienne m'a demandé d'écrire, de traduire les textes que j'écris en français en langue somalie. Et l'inverse est très difficile. Oui. Dans le sens où c'est pas la même chose. Donc je suis en train de m'exercer avec Bouti pour la transcrire, hein. Je dirais pas traduire, mais la transcrire en somalie à ma manière, quoi. Voilà. Je sais pas si on dit que le conteur est bavard, donc excuse-moi. Non. Très bien, très intéressant. Ouais. Lors d'une conférence des chefs d'État et de gouvernement africains de l'Union africaine en 2006, à Khartoum, au Soudan, une charte de la Renaissance africaine a été adoptée. Les États s'engageaient à introduire des valeurs africaines, culturelles africaines. Pensez-vous que le conte est le meilleur moyen d'introduire nos valeurs culturelles et bien sûr universelles dans nos écoles? Avant de répondre à la question, je voulais dire que nous, en 1999, avec les États généraux, on avait déjà pensé à introduire la culture djiboutienne dans nos programmes scolaires. Étant donné qu'on avait fait à l'époque une réforme du système éducatif, on a pensé à introduire. Et dès 2005, avant même 2006, dans les manuels que nous avons commencé à écrire, il était question, à outrance même, de contextualiser les choses. Que l'enfant se retrouve dans son contexte, que ce soit dans la ville ou que dans la brousse, que le contexte djiboutien soit présent dedans. Cette idée de contextualiser est allée même jusqu'au manuel de français de seconde, et même de philosophie que le Crépin avait édité, à laquelle on avait participé, vous et moi. On a introduit la littérature djiboutienne. C'est-à-dire tous les livres écrits en français, que ce soit des pièces de théâtre ou des romans ou des nouvelles, nous les avons intégrés, aussi bien celles d'Abdelrahman Ouabri que, comment dirais-je, Cheikh Mouata, Aïcha Robé, Souad Qassim, tous les écrivains qui vont passer par cette émission ont participé. Il y a Rachid Hash aussi à l'époque qu'on avait également mis dans les livres de la seconde jusqu'à la terminale. Et c'est une très bonne chose, parce que pour la première fois, nos auteurs sont rentrés dans les manuels de lycée. Et la révision qui avait suivi a introduit également mes contes dans les livres de français de collège. Et ça, c'est une très bonne chose. D'abord, c'est une reconnaissance pour nous. À défaut de vendre des milliers de livres dans les librairies et de s'enrichir, au moins, on a notre nom, nos textes dans les livres. Et les enfants, quand on les rencontre, ils savent déjà qu'il y a un passage. Et ça leur donne envie d'aller à la bibliothèque de l'école pour prendre le livre et puis le lire. Il faudra collecter tous les contes et légendes que nous connaissons et que nous ne connaissons pas. Il suffit d'aller dans certaines régions, dans la brousse, pour que les gens vous racontent ces histoires-là et les collecter, les écrire d'abord dans leur langue authentique, mais également les traduire en français pour que l'enfant djiboutien qui apprend le français ou l'arabe ou l'anglais puisse le lire, quoi. Et même de manière bénévole, pourquoi pas, les auteurs djiboutiens sont capables d'aller, comment dirais-je, à Randa, se mettre dans un toukoul avec un vieux ou une vieille et enregistrer ça et puis transcrire. C'est possible. Voilà.
Donc le conte, il a une valeur, une grande valeur éducative. éducatif. Quelle est la valeur éducative de la bosse du dromadaire? Alors, dans la bosse du dromadaire, d'ailleurs, j'ai un peu anticipé Oui, votre question. oui. La bosse du dromadaire, c'est surtout ne pas léser quelqu'un, ne pas léser. Dans la population, il y a des gens qui sont sans voix. Donc, donner la voix à ceux qui n'ont pas, qui sont sans voix. D'accord. La discrimination, comment dirais-je, je dis que la discrimination est mauvaise. Oui, Donc, il faut ne pas, parce que quelqu'un a une apparence physique, je ne veux pas philosopher là-dessus, oui. mais quelqu'un a une apparence physique qui ne plaît pas à tout le monde, Qu'il doit être. Oui. voilà, qui ne doit pas avoir la parole, et qui doit être un peu à la marge de la société. Et donc, tout ce que les dromadaires sains, comment dirais-je, en bonne forme et propre, n'avaient pas trouvé, c'était le dromadaire sot qui avait trouvé. Parce qu'il était ami avec les bêtes, avec les insectes, avec les grandes fourmis, avec les termites, avec les tiques. Hein. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée d'inviter ses amis qui venaient le piquer tous les jours. Il leur a dit, venez par milliers sur mon dos, piquez-moi. Et le lendemain matin, une bosse est sortie, est arrivée sur le dos du dromadaire. Et tout de suite, ça a offusqué les hommes. Ils ont peur, ils ont dit, mais ce dromadaire, avant il était sale, maintenant il est malade. Donc on l'a mis en quarantaine, hein, comme on fait pour le Covid. Hein. On l'a mis en quarantaine, mais la bosse ne disparaissait pas. On dirait que c'était un enflement, qu'il allait disparaître. Une enflure, mais après, ça n'a pas disparu. Et les dromadaires ont compris que le sot, après qu'ils ont appelé l'intelligent, hein, donc c'est pour ça que dans le texte même, c'est comme si je le racontais dans le texte, je dis que, pardon, l'intelligent, parce qu'avant c'était le sot. Mais quand on a donné un surnom à quelqu'un, souvent on se trompe en lui parlant, on lui dit toujours le sot. Et après, l'orateur se rattrape et dit l'intelligent. Et c'est comme ça qu'après, ils étaient allés voir le dromadaire, le sot, pour lui demander de lui donner la ficelle, l'astuce, pour avoir une bosse. Et c'est comme ça qu'il a intercédé entre les bêtes, les insectes qui étaient amis avec lui, et ils lui ont fait une belle bosse dans le dos. C'est comme ça que tous les dromadaires sont devenus bossus. Et je me permets dans l'histoire, comme c'est de la fiction, c'est une histoire que personne ne peut... je ne suis pas comptable de cette histoire. Personne ne me dira pourquoi tu as écrit ça, puisque c'est une histoire qui n'existe pas, qui ressemble à un conte djiboutien, mais qui n'est pas un vrai conte djiboutien que vous trouverez dans la brousse ou chez les personnes authentiques. Quoi. Très bien. Donc cette phrase, voilà. Le dromadaire bossu, pardon, voilà. L'intelligent, voilà. Même écrit, vous avez gardé l'oralité du genre. Oui. Alors, vous voulez que votre histoire soit lue ou racontée? Bah, comme on dit, les deux, mon capitaine, disait l'autre. Ça veut dire que, d'abord, à l'origine, mes histoires sont d'abord racontées. Moi, quand je me la raconte dans la pensée. Des fois, il m'arrive, avant de dormir, je me retrouve un peu seul, ou même dans un voyage, je me retrouve seul, je pense à une histoire. Et des fois, je prends maintenant j'ai appris à travailler le téléphone, mais avant, je prenais une feuille, je prenais un stylo, et j'écrivais mes idées, parce que le lendemain, je risquais de les oublier. Et donc, je n'avais pas une bonne mémoire. Donc, du coup, c'est comme ça que je faisais, quoi. Et au départ, je raconte cette histoire à moi-même, dans ma pensée. Comme si moi, je me parlais à moi-même, quoi. Les littéraires appellent ça un soliloque, c'est ça? Hein? Oui. Un monologue, oui, un monologue. Et donc, c'est comme ça que je me raconte. Après, je la raconte à mes enfants, ou aux petits voisins, ou aux petits neveux. Maintenant, je la raconte à ma petite fille. Et je regarde un peu comment les enfants répondent à ça. Quand je vois leurs yeux pétiller, je sais qu'ils ont compris quelque chose. Et quand je leur pose des questions, ils me répondent et ils ont tout compris. C'est à ce moment-là que j'ai dit, ah tiens, le conte est bon, on peut maintenant l'écrire. Hein? Donc c'est comme ça que je procède, quoi. Et après, une fois que je l'écris, donc mon texte, il est à raconter, mais également à lire. Quand je dédicace les petits livres aux enfants, je leur dis un conte à lire et à raconter. Souvent, j'écris comme ça,
Parce que un conte, c'est fait pour être raconté. Mais aujourd'hui, on le lit. Et le lire, c'est le raconter à soi-même, quelque part. Alors, je ne sais pas si un jour, j'aurai l'occasion où je serai assez bon pour faire une émission télé, à raconter une histoire aux enfants. Oui. Chaque conte porte en lui son lot d'archétypes. Pour les spécialistes, l'enfant est confronté au conte. Il rencontre ses peurs, se projette dans l'histoire, mais aussi en s'identifiant au héros. Tout finit bien et il trouve à vaincre ses tourments. C'est le cas de mon frère Lien. Et comme vous êtes un conteur né, moi je le pense, quelles sont les réactions des enfants à qui vous racontez cette histoire, mon frère Lien? Ah, mais cette histoire, au départ, c'est une histoire un peu dans le sens mystique, dans le sens où c'est un soir où il n'y avait pas d'électricité, c'était dans les années 95, 16, 17, où mes enfants étaient dans la cour et il faisait noir avec les voisins, donc pas de télé, rien. Il était vers 19h, 20h et les enfants étaient autour de moi. J'ai dit, attendez, c'est moi qui vous raconte une histoire, je suis la télé. J'ai dit, hop, j'allume la télé et je vous parle. Et je ne savais pas quelle histoire j'allais raconter. Alors je me suis dit, raconte une fiction. J'ai improvisé une histoire. Et de fil en aiguille, quand les enfants me disaient, et alors, je continuais. J'ai brodé autour. Après, au bout d'une heure de discussion comme ça, je me suis dit, cette histoire, elle est intéressante. Je l'ai créée sur place, je l'ai imaginée. Quand l'extrait est revenu, je suis allé dans ma chambre, j'ai pris mon ordinateur et j'ai écrit l'histoire. Alors, très tard, jusqu'à la prière du matin. Et j'ai imprimé le texte et je l'ai laissé dans la chambre des enfants. Le lendemain, ils ont ouvert, ils ont vu que je l'avais promis que le texte allait être écrit et imprimé. Ils ont lu le texte et ils m'ont dit, papa, il y a des choses que tu ne nous as pas racontées, que tu as ajoutées. Il y a des choses que tu ne nous as pas dit, des choses que tu nous as dit et que tu as oubliées. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai créé le texte. Et en presque 2-3 soirées, mon texte était fini. Et après, on ne livre pas, c'est-à-dire on ne montre pas son bébé qui vient de naître. On le cache. Il faut une quarantaine de jours pour le materner avant qu'il ne sorte de la maison. Quand il sort de la maison, il faut faire les youyous et Oui. verser, faire la fête. Et c'est comme ça que mon histoire est arrivée dans le groupe de l'association de la promotion de la littérature. Et tout le monde m'a dit, ah, mais c'est une belle histoire. Et moi, je ne savais pas que du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec une histoire créée de toutes pièces. Et à ce moment-là, j'ai vite écrit. Et l'année suivante, après Bouti, j'ai publié mon Faralian. Avec toujours, bien sûr, mon ami que je n'oublie pas, Salam Mohamed Saleh, qui est le dessinateur de tous les manuels que vous voyez à Djibouti et qui est mon illustrateur en chef. Alors, un autre spécialiste, un monsieur qui s'appelle Serge Boimard, Les enfants empêchés de penser, c'est le titre de son ouvrage, Manque d'images. Pour lui, le conte est un apport culturel intensif de textes lus à haute voix. Les élèves conquièrent des outils dont ils ont besoin pour se rassurer et pour penser. Êtes-vous d'accord avec lui et dans quelle mesure? En tout cas, moi je suis convaincu d'une chose, que quand on était élève maître et qu'on apprenait la pédagogie et la psychopédagogie, on nous disait le langage conditionne, c'est-à-dire si l'enfant parle, il sait parler, c'est-à-dire ça conditionne un peu l'intelligence. C'est une expression de l'intelligence. Parce que quand on parle, on crée quelque chose. Donc l'intelligence dépend aussi de ça. Et moi je suis convaincu que même si un enfant à l'école est le dernier de la classe, ça m'est arrivé une histoire dans une école où j'ai demandé à un élève qui levait au fond de la classe la main et le doigt, et je lui ai dit, prends la parole et raconte-moi l'histoire.
Alors, il y a un élève qui était près de moi, il m'a dit, monsieur, c'est le dernier de la classe. J'ai dit, mais même si le dernier de la classe... Alors, il avait du mal à parler en français et il avait du mal à exprimer ce qu'il voulait dire. Moi, je comprenais un peu son histoire et je l'aidais à... Je me mettais à côté de lui et j'ai aidé à raconter l'histoire. Et l'enfant a raconté une histoire exceptionnelle. Une belle histoire, il a raconté. Et l'enseignante de la classe me disait, mais c'est pas possible, cet enfant-là, il ne parlera jamais. J'ai dit, mais attends, si vous l'écoutez, il parlera. Si vous voyez que vous vous intéressez à lui, il va parler. J'ai dit, une fois que les enfants partent en récréation, appelez-le et discutez avec lui. Il va vous raconter tout ce qui se passe à la maison. Et c'est ça, chez chaque enfant, il y a une intelligence qui peuvent être lésées par les adultes, que ce soit les parents ou les enseignants. Donc, il faut donner la possibilité aux enfants de s'exprimer. Il faut les écouter et il faut leur faire parler. Et c'est comme ça qu'ils vont développer l'intelligence. En fait, les spécialistes nous disent que le cerveau, c'est un muscle. Donc, plus il s'exerce, plus il se développe. Donc, moi, je suis convaincu de ça et je pense que ce monsieur a raison de dire ça. Merci, Monsieur Omar. Nous allons donner la parole au public qui voudrait peut-être poser une ou deux questions à l'auteur. Je m'appelle Mohamed Ali Hamoudou. Monsieur, je vais te poser une question. Est-ce que vous avez fait des autres livres, 3 livres, le Boss, le dromadaire, mon frère Lien et le Bouti. Est-ce que vous avez fait des autres livres comme ces 3 livres? Pas sous forme de livre. C'est-à-dire j'ai écrit des textes. Et ces textes-là sont dans mon ordinateur. Et je vais peut-être les publier. Parce que vous savez que mon fils, quand vous voulez sortir un livre comme ça, papier, il y a un travail à faire. Il faut écrire le texte d'abord, il faut le corriger, il faut l'illustrer, il faut après trouver de l'argent, aller à l'imprimerie, l'imprimer, en faire plusieurs exemplaires, et après aller le vendre. C'est comme ça, c'est un projet. C'est un livre, si je pouvais le faire avec une baguette magique, je l'aurais fait. Donc j'ai beaucoup d'histoires, elles sont cachées. Ici, il y a une histoire que je vous ai racontée, non, à l'école de Belbelassis. Voilà, l'histoire de Assia, la princesse Assia. Cette histoire-là, elle est dans ma tête, elle n'est pas encore dans l'ordinateur. Mais elle descendra dans l'ordinateur, après elle deviendra peut-être papier. Voilà mon grand. Bonsoir monsieur Omar Youssouf Ali. Vos œuvres ont comme toile de fond nos traditions, nos cultures. Pourquoi ces choix? Est-ce que c'est un choix? Je veux dire, est-ce que c'est un choix dans le sens où, pour moi, conte veut dire conte traditionnel, veut dire légende. Et donc, tel que j'ai entendu ces histoires-là, en général, ça se passait dans la brousse. Et donc, je n'ai pas trouvé, comment dirais-je, d'autres paysages, d'autres décors que celles de la brousse. Et je me suis intéressé à ça parce que les enfants de la ville ne connaissent pas la brousse. Donc, je me suis dit, d'une pierre deux coups, tu peux apprendre aux enfants de la ville la vie en brousse. Ce qu'on mange le soir, comment les enfants accompagnent les troupeaux, quel type d'animaux les petits peuvent accompagner, les grands aussi. Donc, je veux leur apprendre à la tradition. Et d'une autre chose, peut-être que si Dieu le permet, il se peut que je suis en train d'écrire une histoire dans Djibouti-Ville, qui se passe au quartier 4. Vous voyez? Donc ça va peut-être sortir un jour. Hein? Et c'est une histoire d'ogre. Vous connaissez l'ogre? Vous connaissez l'ogre? Vous connaissez Bouti? Oui. Vous connaissez le mari de Bouti? C'est Orgobe. Vous connaissez Orgobe? Vous avez entendu parler? Oui. Alors à l'époque, quand j'étais au CM1, CM2, il y avait Orgobe qui faisait peur aux enfants. Et tout le monde avait peur. Hein? C'était la phobie des enfants. Voilà, c'était la phobie des enfants. On ne pouvait pas traîner dans la rue. À l'époque, Djibouti n'avait pas beaucoup de lumière. Les rues n'étaient pas éclairées. Et on arrivait vite à la maison, on se cachait. Alors cette histoire peut-être a été inventée par les mamans pour nous faire rentrer à la maison. On ne traînait pas dans la rue. Aujourd'hui, je vois les enfants traîner dans la rue parce que tout est éclairé. Alors, j'ai pensé à cette histoire et j'ai écrit une histoire là-dessus. Merci. À présent, nous allons lancer le mini-reportage de notre auteur.
lecture, plaisir, activité, indispensable dans le développement intellectuel de l'enfant, a toute sa place dans la salle de classe. C'est ce qu'a voulu prouver l'écrivain Omar Youssouf, invité dans les différents établissements scolaires, notamment à Balbalassis il y a quelques semaines. Les enseignants, habitués à travailler la lecture plaisir à travers les albums mis à leur disposition par la direction, ont préparé jusque dans les détails la rencontre de l'auteur avec leurs élèves. Enthousiastes, les élèves ont travaillé intensement les textes proposés par les enseignants, lisant d'avance les textes de l'auteur afin d'étancher leur soif de connaissance et de satisfaire leur curiosité. Omar Youssouf, dont les écrits sont à la portée de tous nos écoliers, sait animer ses textes en lisant, en cantant, bref, en jouant au plus grand bonheur des enfants. En effet, Omar Youssouf, avec son talent de conteur et son verbe, hypnotise très rapidement les élèves et raconte des contes ancrés dans notre contexte culturel comme Bouti ou la bosse du dromadaire. Ces récits sont ponctués d'interrogations pour vérifier le degré de concentration des élèves et leur intérêt pour tel ou tel épisode. Les élèves participent activement en prenant part à l'histoire racontée par l'écrivain comme pour faire durer l'instant. Il leur pose des questions non seulement sur les contes, mais aussi sur notre culture et nos traditions en lien avec les contes écoutés, et les élèves y répondent avec joie et entrain. Élèves et écrivains passent un moment de détente, un moment d'évasion et un plaisir partagé. Lors d'une autre activité, les élèves ont joué un sketch devant l'écrivain, la direction, les enseignants et les parents. La composition magnifique préparée par les enseignants de l'école insistait sur l'importance de la lecture et son impact sur les apprentissages et sur la culture générale. Les comédiens ont eu droit à des exclamations et des encouragements de la part des spectateurs agréablement surpris. Rendez-vous est pris pour des rencontres plus régulières entre l'auteur et les élèves plus que jamais séduits. Monsieur Omar, comment s'est déroulée votre rencontre avec les élèves de Balbalassis? Durant la semaine de la lecture, j'ai visité beaucoup d'écoles. Et parmi ces écoles, il y avait l'école de Balbalassis, qui d'ailleurs j'habite pas loin de là. Et pour moi, aller dans cette école, c'était un échange. Les enfants ont proposé des sketchs, les enfants ont raconté des choses. Et moi, je suis venu leur raconter. D'ailleurs, j'avais raconté une histoire qui n'est pas encore écrite, qui s'appelle Assia, la princesse Assia. Et c'était enrichissant. Les enfants avaient, d'ailleurs l'enseignant avait beaucoup déjà travaillé sur Bouti, et les enfants connaissaient l'histoire. Donc c'était très enrichissant. Et d'ailleurs, aussi bien à Arta qu'ailleurs, c'était un grand plaisir. C'était un grand plaisir. Il n'y a pas, moi, je pense que pour les auteurs, c'est pareil. Rencontrer le public cible est très important. Et c'est encourageant, ça me donne envie de continuer. Si ces enfants-là que je connais n'ont pas l'argent pour acheter les livres, mais à la limite, quand je leur raconte une histoire et que ce livre, par hasard, se trouve dans l'école, ils peuvent lire. Et donc, ça leur donne envie de lire. Et donc, aujourd'hui, tout à l'heure, je vais vous raconter une histoire de quelqu'un qui, il y a longtemps, m'avait vu dans son école et se souvenait de moi. Donc, vous voyez, donc, je suis devenu un peu, comment dirais-je, une star, quoi. Et il y a des grands messieurs qui nous disent, mais monsieur Bouti. Je dis, ne me parlez pas, monsieur Bouti. Ça risque de me coller à la peau, comme on dit. Voilà, merci. Merci. Maintenant, nous avons sur le plateau monsieur Liban Ahmed Waberi, professeur de français au lycée Ahmed Farah Ali, qui, lui, aura une question sur le plan pédagogique. Donc, ma question est, bienvenue d'abord, et vous pouvez vous présenter si vous voulez. Je me nomme Liban Ahmed Waberi, je suis enseignant de français au lycée Ahmed Farah depuis 2020. Bienvenue. Alors, ma question est la suivante. Quelles sont les stratégies éducatives
et sociale pour inciter les élèves à lire? Une grande question, hein. Il est évident d'abord enseigner un enfant, c'est un travail colossal. Et comme un adage disait, enseigner un enfant, pour enseigner un enfant, on a besoin de toute une société. Moi, je pense humblement que transmettre la lecture, déjà parlant de la lecture, il faut clarifier entre la lecture imposée aux élèves, qui est dans nos manuels, et le plaisir de lire, l'envie de lire et de voyager à travers la lecture. Moi, je pense que nous devrions nourrir cet engouement, cette envie de lire, et elle s'est faite par la synergie des trois institutions. Moi, je dirais trois aspects, trois acteurs. Le premier acteur, nul ne peut douter, c'est l'institution du ministère de l'Éducation. Et ces derniers temps, avec la réforme de curricula, nous avons l'impression que le ministère de l'Éducation n'a pas ménagé ses efforts pour inculquer aux jeunes le plaisir de la lecture. Et dans l'école de base, nous remarquons, d'abord, à mon époque, lorsque moi j'étais élève, il y avait certaines écoles qui n'avaient pas de bibliothèque. Et il y avait certaines écoles qui avaient des bibliothèques. Et cette bibliothèque n'avait pas, en fait, cet aspect de nourrir la lecture. Je me rappelle qu'on ramenait à la bibliothèque les 5 ou 6 élèves qui ont des soucis à la lecture, en fait, qui n'arrivent pas à lire. Et pour l'élève, la bibliothèque, pour moi, la bibliothèque ressemblait, comment dirais-je, un lieu pour le nul. Hein? Les nuls. Pour ceux qui n'arrivent pas. Et on évitait à ce que l'enseignant nous ramène à la bibliothèque. Mais maintenant, vu le nombre de livres, vu la contribution de M. Omar Youssouf Ali, et vu l'évolution du curricula, nous remarquons que la bibliothèque s'est déplacée d'une salle jusqu'à dans la salle, d'une salle à part, jusqu'à dans la salle de l'apprentissage, dans la salle de la classe. Et il y a un petit coin que maintenant les enseignants mettent en place qui s'appelle le coin de la lecture. Ce qui veut dire que l'élève peut avoir accès à la lecture chaque jour. Et les temps répartis par l'institution est 30 minutes par semaine, je pense. 30 minutes par semaine. Et, comment dirais-je, les livres sont à la portée des élèves. Et là, l'élève peut voyager, lire et apprendre. Après tout, la lecture, ça permet de se découvrir en soi, comme disait M. Omar Youssouf, de découvrir ses propres traditions, ses propres contes, mais tout aussi de voyager dans les pays alentours. Ça, c'est au niveau de l'école des bases. Maintenant, au niveau du collège, tout récemment, en 2019, on avait eu une formation que chaque enseignant de français avait mis à sa disposition de livres, à qui on demandait aux enseignants de faire une lecture suivie. Sachant bien que la lecture suivie que nous imposons aux élèves, s'il n'y a pas derrière un suivi ou bien une évaluation, si l'enseignant, par son ingéniosité, par sa créativité, si l'enseignant ne cherche pas, ne crée pas à faire aimer les élèves et à lire, les élèves vont prendre les manuels et ils vont les garder. Et les jours qu'on va leur demander de rendre, ils vont rendre. Mais si dans chaque semaine, il prend une partie du livre, il leur demande, il questionne, il met en place une évaluation de compréhension, des questions de choix multiples sur la compréhension de l'œuvre, là, l'élève va s'intéresser au livre. Parce que dans sa tête, il s'est dit, il y a une évaluation après. Et là, il va s'intéresser. Ça, c'est une chose. Mais après aussi, le deuxième acteur, moi je dirais, c'est l'enseignant aussi. Il doit créer, il doit représenter. Il ne doit pas simplement créer. Parce que dans le Coran, on dit, Lima ta'uluna ma la taf'alun. On ne peut pas dire aux élèves de lire, si nous ne lisons pas. Si nous ne représentons pas la lecture. Si l'enseignant n'a pas toujours à s'écouter des œuvres, des livres. Déjà, lorsque l'enseignant lit beaucoup, c'est que dans ces supports où il expose aux élèves, ça sera une diversité, ça sera très riche. Et ce qui est vraiment intéressant en tant qu'enseignant, c'est de savoir ce qui va intéresser tes élèves. Comme disait M. Omar Youssouf, il avait évoqué, les jeunes d'aujourd'hui aiment plus les mangas, tout ce qui est manga,
il y a une séquence au collège, il y a une séquence pédagogique qui s'appelle les héros d'hier et d'aujourd'hui. Moi, je me rappelle, lorsque j'enseignais cette séquence, pour en venir, pour faire comprendre aux élèves ce que c'est que l'héroïsme, je devrais d'abord recourir au manga, les insérer, leur faire comprendre que c'est grâce au manga, et puis les tirer jusqu'à les amener à Nelson Mandela, à Thomas Sankara, et à Hassan Ghouled, nos héros Ahmedini. Je devais faire ce schéma-là, et ça aidait les élèves. Même si que certains élèves me demandaient que pour eux, l'héroïsme, c'est plus ce qui est dans le manga que ce qui est dans la réalité, les héros de la réalité. Oui, c'est ça le rôle d'un enseignant. Il doit être le modérateur, le lien entre l'envie des élèves et de l'envie. Non, il doit savoir ce qui intéresse aux élèves. Il doit s'insérer dans leur vie quotidienne, dans leur vie réelle. Parce que oui, l'ABC, l'approche par compétence, c'est transmettre le savoir à travers ce que l'enfant sait déjà, les inciter. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, il faut aussi que l'établissement aussi, il faut qu'il prenne part. Ils doivent créer, avec synergie, les autres enseignants, ils doivent créer ce qu'on appelle des défis lecture, des petits concours de lecture, et primer cet élève. Parce que oui, créer un concours, imposer un concours, et il faut qu'il y ait des prix. Il faut que l'enfant soit remis à sa juste valeur. Il faut que l'enfant apprécie. Et parce que oui, les enfants, ils aiment beaucoup les défis. Cette année, il y a un élève qui va réussir et qui serait en fait primé. Mais les autres, ils vont penser à l'année prochaine. Ils vont s'y préparer. Et l'année prochaine, le nombre de participants vont augmenter. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça sera toute une atmosphère qui sera installée dans l'établissement. Et qui va se transmettre de génération en génération, qui serait déjà une habitude. Et par cette habitude-là, les élèves seront amenés à lire beaucoup. La troisième institution que j'évoque, c'est la famille. Un enfant, toujours, il reflète ce qu'il reçoit à la maison. Et si déjà les parents eux-mêmes ne sont pas impliqués à faire aimer leurs enfants la lecture, je ne pense pas que l'enseignant et l'éducation, eux seuls, ils pourront installer ça ou inculquer ça chez l'enfant. Il y a une petite histoire. À chaque fois, il y avait un élève à moi, à chaque fois qu'on se voyait à 7h30, il me parlait de la politique, il me parlait de ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en France. Et j'ai remarqué que c'est à cause, ou grâce, on peut dire, grâce à ses parents qui regardaient toujours la politique. Et l'enfant, il veut copier son père ou sa mère. Mais si le parent installe chez eux, comment dirais-je, un coin de lecture comme l'école, et qu'il valorise la lecture, qu'eux-mêmes ils lisent déjà, il faut qu'eux-mêmes les parents lisent, et installent ça chez les enfants. Il faudrait savoir aussi que les livres djiboutiens sont un peu chers, et ça demande un peu de planification financière. Et il y a ces trois facteurs en général qui installent chez les élèves cet engouement, cet amour de la lecture. Merci, Monsieur Liban. Nous arrivons à la fin de cette émission. Nous allons donner la chance aux téléspectateurs de participer à notre émission. Je pose une question à laquelle vous allez répondre à cette adresse affichée en bas de l'écran. La question est la suivante. Citez une œuvre de l'auteur Abdi Ismaël Abdi. Le nom du gagnant de la première émission est aussi affiché en bas de l'écran. Nous arrivons à la fin de notre belle aventure. Je voudrais remercier notre éminent invité, M. Omar Youssef Ali, mais aussi M. Liban Ahmed Waberi, professeur de français, pour son intervention. Je remercie également le public qui a été très réceptif par rapport à cet entretien. Finalement, je tiens aussi à remercier personnellement nos chers téléspectateurs. Merci à vous et je vous dis bonne soirée.